Bonjour, bonsoir, chers toutes, chers tous, bienvenue dans cette nouvelle capsule. Nous allons parler d'un sujet inhabituel. Nous allons aborder un sujet inhabituel. Par là, j'attends, je vise un objectif précis. Je voudrais vous amener votre conscience à comprendre que derrière ce que vous voyez de banal ou ce que vous ne considérez même de rien, se trouvent des configurations occultes et spirituelles terribles. Oui. Je vais vous dire une chose. Le pouvoir de décision ne peut jamais être laissé dans les mains d'un ignorant. Le pouvoir de construire ne peut jamais être laissé, ne peut jamais se retrouver dans les mains d'un ignorant. C'est les initiés qui ont toujours décidé des choses dans ce monde. Mais cela va dépendre de votre ligne d'allégeance. Est-ce que c'est une ligne d'allégeance vis-à-vis des principes oriens ou vous êtes dans une ligne d'allégeance vis-à-vis des principes sectiens? Mais le pouvoir de décision, vraiment, vis-à-vis d'une terre, d'un pays, d'un monde, ne peut jamais être laissé dans la main des profanes. C'est là qu'il faut ramasser, ranger totalement cette bêtise que les Occidentaux vous ont amenée en Afrique, qu'on appelle démocratie, qui est une forme de dictature institutionnalisée et qui prouve même combien de fois on ne peut pas laisser le pouvoir dans la main de n'importe qui. Imaginez un seul instant, vous êtes dans votre maison, vous avez votre maison, et que votre enfant de 2 ans veut lui donner le couteau. Mais soit il va se poignarder avec, soit il va vous poignarder avec. C'est simple et c'est naturel. Le pouvoir, c'est comme une épée à double tranchant. Suivez-moi bien. Tout pouvoir de par nature est jumellaire ou est doté d'une fonction jumellaire. Le pouvoir est de nature soit agressive et ou pacifique. C'est à vous, de par l'assise de votre force intérieure, de canaliser le pouvoir et de lui donner une posture que vous voulez. Soit une posture agressive, soit une posture, bon, je vais dire une posture pacifique. Non, je vais dire une posture équilibrée. Mais lorsque vous laissez le pouvoir vous habiter et vous téléguider, elle amène toujours au décor. Je parle de pouvoir en général. Et là, et en particulier, toute forme de pouvoir, le cas du pouvoir politique. C'est là qu'il faut toujours des hommes de connaissance derrière les hommes politiques. Voilà pourquoi lorsque vous allez aux États-Unis d'Amérique, vous ne pouvez pas avoir la volonté de faire la politique et rentrer dans la politique. Je ne vais pas trahir les secrets. Comme je vous l'ai dit, je suis un initié, je suis un maître de loge. Je ne peux pas rentrer dans certains détails. Mais ceux qui le savent le savent. Ou ceux qui le savent le savent. L'entrée en politique dans les grands pays comme les États-Unis n'est pas équivalent à votre volonté. Et vous avez dormi, vous êtes vu dans la politique et vous êtes levé, vous êtes rentré dans ça. Ce n'est pas équivalent à ça. Ça ne se résume pas à votre volonté après le sommeil ou après un rêve où vous êtes vu en politique. C'est des degrés d'initiation qui, lorsque vous accédez à un certain degré d'initiation, que les analyses des conseils des loges sont faites, ou les conseils des loges font des analyses et décident de quelle orientation vous pouvez prendre. Je sais de quoi je parle. C'est en Afrique qu'on pense que, sincèrement,
n'importe qui peut se lever. Parce il a faim chez lui. Il peut devenir politicien. Ou n'importe qui peut se lever. Et d'ailleurs, moi, j'aimerais vous dire une chose. Vous entendez souvent certaines personnes dire, oui, et on ne peut pas être en train de dire patriotisme, et rester affamé. On ne peut pas être dit patriotisme, et laisser, et ne pas défendre ses propres intérêts personnels. Je vais vous dire une vérité. Il y a deux voies. Il y a la voie de la politique et il y a la voie de l'entrepreneuriat. La voie de la politique vous amène à un niveau où vous êtes censé gérer la cité et défendre l'intérêt collectif. Donc, c'est incompatible de venir dans la politique et de dire que vous voulez défendre vos intérêts. C'est impossible. Voilà pourquoi dans l'Afrique ancienne, lorsque le pharaon est consacré, le jour de son intronisation, il doit jurer sur les reliques et armoiries de l'Égypte. Pour dire, il ne défendra que l'intérêt de l'Égypte, le Basse-Égypte et le Nord-Égypte. L'Égypte de l'autre monde et l'Égypte d'ici, ou l'Égypte des dieux et l'Égypte des humains. Vous comprenez? Donc, lorsque vous enclenchez le chemin politique, vous êtes obligé d'être patriotique. Si les choses sont encore normalement au point. Maintenant, lorsque vous avez envie de défendre vos intérêts, enclenchez la vie entrepreneuriale. Là, vous pouvez défendre vos intérêts. Vous pouvez faire des partenariats gagnant-gagnant. Mais la politique, quand vous êtes dedans, la politique, c'est une question de sacerdoce. Ça devait, ou c'était un enjeu sacerdotal, un enjeu de mise à disposition de vos capacités ou de mise à disposition ou de mise au service de vos capacités pour l'intérêt collectif du pays ou du royaume. Donc, la politique, en fait, vous ne venez pas à la politique pour manger. Vous venez à la politique pour servir les autres. Vous venez à la politique pour bâtir. Oui, bâtir. Parce que quand vous prenez même la symbolique de la politique, et vous allez dans la langue grecque, quand on dit Héliopolis, Écosse, c'est-à-dire la cité, la gestion de la cité, voilà. Et comme je vous l'ai dit, quand on dit cité, ça vient de Héliopolis. Et donc, quand on dit politique, ça signifie la gestion de la cité par la lumière. Vous voyez? Ou la gouvernance de la cité par la lumière. Donc, c'est toujours la lumière qui a toujours géré le monde. Or, en fait, l'œuvre de la lumière, ou l'exercice, ou en fait, tout ce qui rentre, en fait, dans la mission, en ce qui concerne la lumière et d'autres sacerdotales, est un sacrifice. Vous ne pouvez pas faire la politique si vous n'avez pas un sens de sacrifice et si vous n'avez pas le sacerdoce. C'est ce que les hommes politiques doivent commencer par comprendre. Là, je vous dis ce qu'on peut dire au peuple, mais qui est absolument vrai. Lorsqu'on va se retrouver peut-être dans le couvent, il y a ce qui peut être dit aussi à l'initié qui est en train d'emprunter le chemin de la politique afin de participer à la gestion de la cité par la lumière.
Et qui dit lumière dit connaissance. Donc vous ne pouvez pas gérer une cité sans la connaissance. La connaissance des principes des lois de la nature et la connaissance du principe premier de la terre dont vous voulez gérer la société. Les gens ont toujours compris cela. Voilà pourquoi tous les systèmes du monde, quand vous prenez le confucianisme, le communisme, la cosmocratie, le démocratisme, la démocratie, oui, c'est la démocratie, non, la démocratisme, etc., etc., ça a été toujours fondé par des initiés. Et c'est basé sur des principes premiers précis. Et je vous le dis honnêtement, la démocratie telle que c'est fait n'est pas fait pour faire développer les pays africains. Les Africains doivent trouver leur système propre à eux. Point. Bref, aujourd'hui nous allons parler du sens symbolique et initiatique du sozisme présidentiel. Vous voyez? Avant de commencer, je tiens à vous rappeler vos devoirs. Vos devoirs, c'est de liker la vidéo. Vos devoirs, c'est de partager la vidéo. Vos devoirs, c'est de vous abonner massivement. Alors, les sosies. Quand on parle des sosies présidentielles, vous entendez que dans tous les pays du monde, dans tous les organigrammes étatiques, lorsqu'un chef d'État prend le pouvoir, il y a toujours un sosie qu'on lui attribue. C'est-à-dire une personnalité qui a les mêmes tailles, les mêmes corpulences, les mêmes articulations que lui et qui est censé le représenter et qu'on dit que bon, c'est pour les besoins sécuritaires. En réalité, c'est ce qu'on peut vous dire, mais le sozisme ne date pas de l'ère occidentale, ça date de l'Égypte antique. Pour commencer, j'aimerais vous parler d'une loi ou de deux lois de la nature qui constituent même le fondement métaphysique même du sozisme et le pourquoi les anciens ont initié le sozisme royal ou présidentiel. Vous connaissez la loi qu'on appelle la loi de sympathie par ressemblance. Connaissez-vous la loi de la sympathie par ressemblance? Parce que dans la magie, nous avons trois grandes lois qu'on va appeler les trois fondements dynamiques de la magie. Il y a la première loi qu'on appelle la loi de la ressemblance sympathique, de la sympathie par ressemblance, ou similitude par ressemblance. Il y a la loi de du contact et il y a la loi des contraires. La loi de la ressemblance dit le semblable attire le semblable. Je m'explique. Lorsque vous prenez une photo de vous n'est qu'une image de vous. Mais la loi du semblable énonce que, étant donné que la photo n'est qu'une image de vous, donc c'est qu'un semblant de vous, ce semblant-là, cette image de vous, génère en quelque sorte une autre forme de vous. Vous comprenez? Donc, lorsque vous prenez la nature, toutes les choses sont en harmonie et sont liées à la nature. Toutes les choses, en fait, ne sont que des représentations dimensionnelles de la nature. Donc, toutes les choses, en fait, ne sont aussi que les ressemblances de la nature. C'est parce que toutes les choses sont à l'image de la nature que toutes les choses héritent de leur nature propre à eux.
Sinon, sans la ressemblance de la nature par les choses ne peuvent pas se doter une nature propre à eux. Donc, lorsque vous rentrez dans la loi de la ressemblance, vous prenez la photo de quelqu'un, vous avez une ressemblance de la personne. Donc, c'est cette ressemblance qu'en réalité une représentation. Vous voyez? De la nature de la personne ou de l'individu. Avec la ressemblance d'une chose ou de quelqu'un, ce n'est pas directement, en premier niveau, vous n'avez pas affaire avec l'âme de l'individu, mais vous avez affaire directement avec la nature de l'individu. C'est ça qui fait que lorsque vous prenez une photo, vous pouvez étudier les contours et configurations fonctionnelles et identitaires de quelqu'un. Est-ce que vous me comprenez? Vous voyez? De la même manière, lorsque je prends l'image, la ressemblance de quelque chose, de quelqu'un, à partir du moment où cela donne un vu, une perception sur la nature propre de l'individu, cela en fait donne accès à la dimension de l'individu qui constitue en fait son dynamisme. Donc cette dimension, c'est tout simplement l'âme. Oui. Parce que l'esprit, vous savez que vous êtes en 3 dimensions. L'esprit, c'est une dimension statique. Mais l'âme est une dimension dynamique. Alors vous savez que la nature est statique et dynamique. Donc votre nature aussi, votre nature propre est statique et dynamique. Sauf que, en fait, lorsque la photo est là, lorsque la ressemblance est là, la ressemblance donne accès à la nature propre, mais la ressemblance donne accès, vous voyez, à la structure, vous voyez, ou au champ dynamique de l'individu, dont l'âme, puisque l'âme c'est notre dimension dynamique. Donc à travers la photo ou la ressemblance de quelqu'un, nous pouvons générer encore la même personne, les mêmes traits et autres. Ce qui signifie quoi? Dans l'Afrique ancienne, comment se déroulait le sozisme? Lorsque le pharaon est choisi, il y a un conseil occulte qui est en fait créé et qui est censé préparer son intronisation, les consécrations et autres. Donc ce conseil va lancer le recrutement à candidature, appel à candidature des sozis. Et lorsque ces personnes sont choisies, le conseil va siéger et consulter l'oracle. Et à l'oracle de ressortir la personne, en fait, qui donne l'énergie de façon analogique, répond aux qualités, aux traits vibratoires du pharaon et qui peut pleinement jouer ce rôle, mais de façon dynamique et de façon statique. Et ça, si vous me comprenez. Donc, lorsque cette personne est choisie, enfin, on lui met aussi un couvent. Et dans le couvent, il y a des rituels qui sont faits.
avec l'habit que le pharaon avait porté. On prend ses habits, on prend d'autres éléments du pharaon, et c'est avec ça qu'on ritualise, on totémise le sosie. De la sorte même que le sosie, puisque d'ailleurs même c'est les 3 lois de la magie qui sont mises en branle, le sosie joue le rôle de ressemblance ou joue le rôle d'archétype physique du pharaon, mais joue aussi le rôle en fait de représentation multidimensionnelle du pharaon. Je vais l'expliquer. Le premier fondement de consécration du sosie, ce n'est pas la première loi. Le semblable attire le semblable. Donc, quelque chose va se passer. Ce qui va se passer là, on va en fait essayer de synchroniser les traits caractéristiques de l'individu qui est sosie à celle du pharaon. De la sorte que du fait qu'il le ressent physiquement et que certains traits énergétiques ressemblent au pharaon, que ceci lui donne un primauté de pouvoir à correctement exercer son rôle de sosie. Vous comprenez? Alors, deuxième niveau, il y a la deuxième loi. Ils vont utiliser la deuxième loi pour faire les consécrations suivantes. C'est la loi du contact. La loi du contact signifie quoi? La loi du contact signifie ceci. Lorsque deux choses ont été, ou la loi du contact stimule que lorsque deux choses ont été en contact, ne serait-ce qu'une seule fois, ils demeurent en contact après la séparation, quelle que soit la distance. Donc, si le sosie ou l'individu sosie a été en contact de façon rituelique avec les cheveux, les ongles, l'habit, la chair, etc., etc., du pharaon, il demeure toujours en contact avec cela. Donc, il y a une interconnexion entre le pharaon et le sosie. Vous comprenez? Et enfin, nous avons la troisième loi, qui est la loi des contacts, donc qui est la loi des contraires. La loi des contraires dit, le contraire agit sur le contraire. C'est que grâce à cette loi, le sosie est consacré de la sorte que, de par sa personnalité, il dispose, c'est-à-dire, le sosie ne perd pas sa personnalité. Le sosie ne perd pas sa personnalité. Sa personnalité y est toujours. Mais grâce à sa personnalité qui est aussi spécifique, puisque nous sommes toujours spécifiques, et qu'on va dire sa personnalité contraire à la personnalité du pharaon, puisque le sosie est toujours pris dans le bas peuple. On ne prend pas un sosie dans le sang royal ou dans le sang présidentiel, c'est impossible, ça ne se fait pas, c'est dangereux même. Il faut aller prendre ça dans le bas peuple, c'est-à-dire il faut prendre quelqu'un qui n'a aucune affinité avec le sang royal. Donc un sang contraire au sang royal ou au sang présidentiel. Donc, étant donné que c'est un sang contraire, ou c'est une question qui a une personnalité contraire à la personnalité présidentielle royale ou au sang royal, ceci va faire de la sorte, ce contraire va permettre à ce que il joue le rôle de l'autre contraire. Le contraire agit sur le contraire. La formule consécratoire est ceci. Je suis un être. Je suis un humain. Je suis un sang. Mon sang est contraire au sang royal. Par conséquent, mon sang joue le rôle du sang royal. Car mon sang
est complémentaire au sang royal, puisque les contraires sont complémentaires. C'est ce que vous devez savoir. La loi des contraires n'est pas la loi des oppositions. Mais quand on parle de la loi des contraires, c'est la loi, en fait, des complémentarités. Donc, en fait, en tant que sosie, il sera consacré à jouer le rôle complémentaire au pharaon, mais toujours par représentativité. Vous comprenez? Donc, la personne doit avoir les traits énergétiques ressemblables au pharaon. 2, l'oracle doit statuer. 3, la personne doit être du sang contraire et d'une lignée contraire du pharaon ou du roi ou du président. Maintenant, quelles sont les implications? Lorsque le sosie, ce que vous ne savez pas, il ne joue pas qu'un rôle physique, il joue un rôle spirituel. Voilà pourquoi dans l'Afrique ancienne, il doit subir des rituels de consécration, de la sorte qu'on ne peut plus manipuler dans le territoire invisible l'image et l'énergie du roi, du pharaon ou du souverain. Donc, étant donné qu'il peut représenter le dirigeant dans le monde physique pour sa sécurité, c'est de la même manière que c'est fait de la sorte que dans les mondes invisibles, lorsqu'on fait appel à l'énergie du président, c'est le sosie qui répond. Oui, c'est le sosie qui répond. Voilà pourquoi être sosie, c'est d'une responsabilité terrible. Parce que, vous savez, lorsque celui va quitter le pouvoir ou celui-là va mourir, vous ne pouvez plus rentrer n'importe comment dans la vie humaine. Bon, dans l'ancien temps, ça, comment j'ai ces cas, hein, mais vous deviez vous purifier. Parce que toutes les décisions, conscientielles ou non conscientielles, que le pharaon prendra, ou le président prendra dans l'exercice de son pouvoir, en fait, votre énergie participera à ces décisions et, en fait, subira les retours de conséquences. Voilà pourquoi, souvent, vous entendrez souvent qu'il y a des chefs d'État qui prennent le pouvoir, ils font du n'importe quoi, et après, dans une autre vie, c'est comme si le karma est allégé d'une façon. Lorsque vous décidez d'être sosie, c'est-à-dire, bon, il y a des choses que je ne peux pas vous dire, hein. Vous décidez quoi qu'on dise, puisque d'assumer la responsabilité des décisions et des actes du pharaon. Que prendra le pharaon dans la gestion du pouvoir? Parce qu'il y a une interconnexion énergétique. Je ne peux pas rentrer dans les détails. Mais j'ai envie, pour moi, l'émission que je fais, c'est pour vous dire que rien n'est en fait anodin. Tout a un côté spirituel sur cette terre. Et tout est basé sur des configurations occultes et magiques. C'est le cas des sosies. C'est peut-être comme on fait bêtement les choses en Afrique. C'est peut-être aujourd'hui que, voilà, quand un chef d'État vient au pouvoir en Afrique, on lui adopte un sosie, c'est tout. Je vais vous dire, dans les pays dits sérieux, un n'importe qui n'est pas choisi comme sosie et il faut des rituels, il faut des consécrations pour le sosie. Dans l'Égypte antique, le sosie est considéré en même temps comme un bouclier, un dôme électromagnétique, non seulement de protection et de sécurité et d'opération du pharaon. Vous entendez souvent que dans certains rituels, il y a des rituels quand vous faites, tel que vous devez faire, si n'importe qui vous invoque dans le monde invisible, pour des fins maléfiques,
ça c'est un arbre qui va répondre, ça c'est un animal qui va répondre. C'est exactement comme ça que le rôle que les sosies jouaient en fait. Maintenant, quelle est la symbolique du sosisme dans les traditions africaines? Il s'agit tout simplement, en fait, l'origine symbolique et mythologique du sosisme est associée à l'histoire du dieu Seth et du dieu Osiris. D'abord, Osiris, Seth est le dieu même du sosisme. Mais après ça, la légende qui clarifie la chose, vous allez constater que lors de l'intronisation du dieu Osiris, Seth est venu avec une cercueil en or qu'il a taillé. En fait, qu'il a essayé de structurer il a essayé de structurer. Les mesures sont équivalentes à la taille d'Osiris. Et qu'est-ce qu'il a dit? Il a dit à Osiris qu'Osiris va rentrer dans le cercueil, pour le sarcophage, pour voir exactement si la taille lui est propre. C'est là surtout même l'origine mythologique du sosisme. En fait, ce qui va se passer, Osiris ne disposait pas en ce moment d'un sosie en tant que pharaon. Donc, lorsqu'il va rentrer dans le sarcophage va être fermé, quelque chose aura lieu. Et c'est dans cette chose va naître le concept du sosisme. Parce que Osiris va être enfermé, va être tué. Or, pourtant, la loi dit Osiris est éternellement vivant. Donc, Osiris qui est tué, c'est tout simplement l'adoption du sosie au pharaon. À partir du moment où vous devenez sosie, vous tuez, votre personnalité est tuée. Et on vous adopte une autre personnalité. Et cette personnalité de vous, individuel qui est tué, va contrebalancer dans le monde invisible et jouera le même rôle qu'elle devait jouer dans le monde physique en tant que sosie. Donc, lorsque Osiris est tué dans le sarcophage, Osiris, qui sera éternellement endormi dans le sarcophage, sera la dimension invisible de Osiris qui va toujours régner sur l'Égypte en tant que Horus. Vous comprenez? Donc Osiris, éternellement dans le sarcophage, devient un sosie invisible pour Horus. Et Horus, alors, en tant que descendant d'Osiris, sur le trône d'Osiris, devient maintenant un sosie d'Osiris éternel. C'est tout le sens, c'est tout l'origine même de ce concept-là. Bien, je vais m'en arrêter là. Les esprits m'ont dit de m'arrêter là. Je vais m'arrêter là d'abord. Je ne vais pas continuer. D'ici là, portez-vous bien et je vous rappelle que les inscriptions pour le séminaire initiatique sur le code de la legislation continue et vous pouvez continuer par envoyer, vous continuez par y souscrire. Voilà, les inscriptions sont en 33, mais c'est pour le 28 septembre 2025, c'est-à-dire dans exactement 10 jours, le dimanche prochain. Ceux qui sont à l'extérieur, vous allez suivre en visioconférence. Ceux qui sont au Bénin, vous serez en présentiel. Et au cours de à la fin de ce séminaire, nous allons faire un rituel redoutable qui va vous permettre de nettoyer vos centres d'énergie et de nettoyer vos corps subtils et d'injecter de votre sang toutes les malédictions. L'inscription à 33 000. Vous pouvez vous inscrire au 00229 01 66 26 34 56, 00229 01 68 53 96 61, numéro Telegram, WhatsApp et appel direct. D'ici là, portez-vous bien, Hotep, et que les bénédictions soient.